Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Imaginez un peu arriver sur intervention, une personne vient de perdre connaissance, elle s'est effondrée, bref, elle revient vite à elle, mais que s'est-il passé? Aujourd'hui, on plonge vraiment dans le monde des syncopes, ces pertes de connaissance brèves, si fréquentes sur le terrain. On va s'appuyer sur les référentiels pour bien comprendre le mécanisme, repérer les indices et puis maîtriser notre conduite à tenir initiale, nous, en tant qu'équipiers sapeurs-pompiers. Oui, c'est une situation très courante, c'est vrai, mais qui demande beaucoup de rigueur. Si pas mal de syncopes sont bénignes, le fameux malaise vagal après une émotion forte ou une petite baisse de tension en se levant trop vite, il faut absolument rester vigilant. Elles peuvent parfois être le premier signal, le signal d'alerte d'un problème cardiaque ou neurologique plus sérieux. Donc notre évaluation à nous, elle est déterminante. D'accord. Alors, pour qu'on soit bien clair, qu'est-ce qui définit précisément une syncope par rapport à d'autres types de pertes de connaissance? Alors, la syncope, c'est une perte de connaissance brève, très important ça, avec un retour spontané, rapide à un état de conscience normal. Ce qui est vraiment caractéristique, c'est aussi la perte du tonus postural. La personne s'effondre, elle ne tient plus debout. Et tout ça, c'est dû à une baisse globale, mais temporaire, du débit sanguin dans le cerveau. Mais attention, un choc à la tête, un trauma crânien ou une crise d'épilepsie, même s'il y a perte de connaissance, ce n'est pas une syncope au sens strict. D'accord, la distinction est importante. Et le cas d'école vraiment le plus fréquent, c'est la syncope vagale. Faut imaginer comme un court-circuit, en quelque sorte. Une émotion, une douleur vive, même la vue du sang, ça peut déclencher une réaction un peu excessive du système nerveux via le nerf vague, un espèce de freinage brutal. Résultat, le cœur ralentit, les vaisseaux sanguins se dilatent, la pression artérielle chute et hop, le cerveau manque d'oxygène temporairement. Et c'est là qu'arrive la perte de connaissance. Compris pour le mécanisme, c'est plus clair. Mais alors, concrètement, sur le terrain, nous, quand on arrive auprès de la victime, à quoi ça ressemble? Quels sont les signes qui doivent vraiment nous alerter? Eh bien, il y a plusieurs scénarios possibles. Parfois, la personne sent venir le malaise. Elle devient pâle, commence à transpirer, peut avoir des nausées, la tête qui tourne, elle peut voir flou ou entendre des bourdonnements. Si on intervient vite à ce moment-là, on peut même parfois éviter la perte de connaissance complète. Ça, c'est ce qu'on appelle la syncope imminente. Hmm, les signes avant-coureurs. Exactement. Ensuite, il y a la syncope vagale, qu'on dit typique, où ces signes sont bien présents juste avant que la personne ne perde vraiment connaissance. Mais le piège, et il faut y penser, c'est la syncope dite atypique. Là, la perte de connaissance est soudaine, brutale, sans aucun avertissement. Ah oui, et là, le risque de se blesser en tombant. Ben voilà, il est bien plus important. Et ça change notre approche, notamment pour le bilan traumatique qu'on devra faire. Justement, ça m'amène à l'interrogatoire. Celui de la victime si elle a repris connaissance, ou des témoins. Ça devient crucial pour reconstituer un peu le film des événements. Quelles sont les questions clés à poser? Absolument essentiel, l'interrogatoire. Il faut jouer un peu les détectives, comme vous dites. On demande dans quelles circonstances c'est arrivé. Après un repas, debout depuis longtemps, dans un endroit chaud, suite à une vive émotion. Est-ce que la perte de connaissance a été brutale ou au contraire progressive? Est-ce qu'il y a eu ces fameux signes avant-coureurs? La chute, est-ce qu'elle a provoqué des douleurs, des plaies? Et puis, la victime, se souvient-elle de tout? Ou y a-t-il une amnésie de l'épisode? Et très important aussi, est-ce que des témoins ont vu de brefs mouvements anormaux? Des petites secousses, par exemple, mais qui ont duré très peu de temps, moins d'une minute en général. D'accord, très complet. Et une fois qu'on a recueilli toutes ces informations, qu'est-ce qu'on recherche spécifiquement lors de l'examen de la victime elle-même? Alors, on va d'abord chercher si des sensations persistent, des vertiges par exemple. La prise du pouls, c'est un geste essentiel. Est-il lent ou alors difficile à percevoir, rapide, irrégulier? Ça donne des indices. Et bien sûr, ça ne dispense jamais d'un examen complet. Il faut rechercher des signes qui pourraient nous orienter vers une cause plus grave, quelque chose qui nécessite une prise en charge médicale plus poussée et rapide. Bon, ok. On a tous les éléments, on suspecte une syncope, la personne est là, devant nous. Quelle est la conduite à tenir pour nous, l'équipier sapeur-pompier, étape par étape? Notre priorité absolue, la sécurité et les fonctions vitales. Si la victime est consciente quand on arrive, ou si elle reprend conscience, le premier réflexe, c'est de l'allonger, complètement à plat dos. Et si possible, on lui surélève les jambes. Ça aide le sang à revenir vers le cœur et le cerveau.
C'est simple mais efficace. Et si elle est encore inconsciente? Alors si elle est encore inconsciente ou jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement réveillée et orientée, on vérifie d'abord les fonctions vitales. Est-ce qu'elle respire normalement? Si oui, et seulement si elle respire normalement, c'est la position latérale de sécurité, la PLS. Si elle ne respire pas ou pas normalement, là, on n'hésite pas. On entame la réanimation cardio-pulmonaire. D'accord. PLS si inconsciente et respire. Et le trauma? Très important, oui. Qui dit chute, dit suspicion de traumatisme. Même si la chute n'a pas l'air grave, on doit systématiquement évaluer s'il y a un risque pour la colonne vertébrale. Et si c'est le cas, ou au moindre doute, on immobilise selon nos procédures, avec le collier cervical, etc. Ensuite, l'administration d'oxygène en inhalation, ça peut être indiqué selon les protocoles locaux et l'état de la victime. Et puis les gestes de base, on couvre la victime pour éviter qu'elle ait froid, on la rassure si elle est consciente, et surtout, on la surveille de très très près. L'évolution de sa conscience, sa respiration, sa circulation, jusqu'à la relève ou pendant le transport. Des référentiels parlent aussi parfois de manœuvres physiques. C'est intéressant ça. Dans quel cas on pourrait les utiliser? Ah oui, les contre-manœuvres physiques, c'est assez utile à connaître. Ce sont des gestes à faire quand la personne sent les signes avant-coureurs arriver, la pâleur, les vertiges, mais qu'elle ne peut pas s'allonger tout de suite. Par exemple, s'accroupir en mettant la tête entre les genoux. Ou alors, croiser les jambes très fort en contractant tous les muscles des cuisses et des mollets. Ou encore, une autre technique, c'est de crocheter les doigts des deux mains devant soi, au niveau de la poitrine, et de tirer fort vers l'extérieur en contractant les bras. Et le but de tout ça? Le but, c'est d'augmenter très brièvement la pression artérielle. Ça permet de contrer la baisse de perfusion du cerveau et donc potentiellement d'éviter la syncope complète et la chute. C'est un petit geste qui peut parfois tout changer si on le fait à temps. Parfait, très clair. Donc pour résumer un peu tout ça, face à une perte de connaissance qui semble brève, on analyse la situation, on interroge pour bien comprendre le contexte, on examine la victime, on applique la conduite à tenir adaptée, allongée jambes en l'air si consciente, ou PLS si inconsciente mais respire bien, on pense systématiquement au bilan traumatique, on met de l'oxygène si besoin, et on reste hyper vigilant aux moindres signes de gravité. C'est exactement ça. Le fait que la personne récupère vite, c'est typique de la syncope simple. Mais ça ne doit jamais nous faire baisser la garde ou nous faire penser que c'est forcément anodin. Un bilan complet, même s'il semble simple, et une transmission claire, précise à la régulation médicale, c'est indispensable. Cette syncope, même si elle paraît banale, peut vraiment cacher quelque chose de plus sérieux qu'il ne faut surtout pas rater. Et pour que tous ces réflexes deviennent vraiment automatiques, il n'y a pas de secret. Il faut pratiquer encore et encore. Profitez des séances de manœuvre pour vous entraîner sur la mise en PLS, pour réaliser un bilan circonstanciel et un bilan d'urgence rapide, efficace. Et puis, n'hésitez pas à relire les fiches techniques qui correspondent dans vos supports de cours, ça aide toujours à fixer les idées. Et allez, pour terminer, une petite question à garder en tête pour la prochaine fois que vous serez face à cette situation. Si la victime, en reprenant connaissance, vous dit avoir ressenti de très fortes palpitations, juste avant de perdre connaissance, qu'est-ce que ça change pour vous sur le terrain? Qu'est-ce que ça implique pour le bilan que vous allez transmettre? On y réfléchit? Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.